Et oui, à Jérusalem, nous retrouvons notre correspondant Daniel Haïk. Et Daniel, ce matin, les manchettes des quotidiens et les pages d'ouverture des sites d'information l'annoncent. Benjamin Netanyahou a enfin annoncé au président Herzog qu'il a réussi à former son gouvernement. Et oui, Lana, mais cela a été particulièrement laborieux. Il a en effet fallu attendre quasiment jusqu'à minuit hier soir pour que le futur Premier ministre téléphone au président Herzog et lui fasse officiellement cette annonce. Le Yediot Aharonot parle de soirée dramatique au cours de laquelle Netanyahou a pu réduire le fossé qui séparait le Likoud de ses principaux partenaires dans la future coalition et en particulier du judaïsme de la Torah. De facto, même après cette annonce d'hier soir, les pourparlers vont se poursuivre puisqu'il n'y a pas encore d'accord entre le Likoud et la force juive d'Itamar Ben-Gvir et d'autres formations comme le Parti Shas. Selon le Israël Hayom de ce matin, on craint au Likoud qu'au vu des dernières tractations, la présentation du gouvernement à la Knesset soit repoussée d'une semaine, c'est-à-dire jusqu'au 2 janvier prochain, date limite autorisée par la loi. Le Yediot Aharonot nous livre un agenda plus détaillé en indiquant qu'il faudra absolument que la Knesset vote les lois d'Eri, Smotrich et Ben-Gvir lundi et mardi prochain pour que Benjamin Netanyahou puisse présenter son gouvernement en fin de semaine prochaine. Le Maariv avance également un nouvel obstacle avec la Cour suprême qui pourrait s'opposer à la loi d'Eri et empêcher le leader du parti Shas de redevenir ministre. Dans ce cas de figure, Netanyahou envisagerait de nommer Aryeh Deri Premier ministre par alternance. Cela le mettrait à l'abri d'infractions à la loi. Mais selon le Maariv, au Likoud, on dément une telle information. Et ce matin, dans son éditorial, Amnon Lord s'en prend fermement aux responsables du sionisme religieux. Oui, Amnon Lord les qualifie d'irresponsables dans leur comportement face au Likoud. Leur logique est destructrice, écrit-il. Ils considèrent qu'ils peuvent museler le futur Premier ministre et ils donnent le sentiment qu'actuellement, le danger principal n'est pas la menace sécuritaire, le dossier iranien ou encore la hausse des prix, mais le retour de Netanyahou à la présidence du Conseil. On a même parfois le sentiment, selon Amnon Lord, que les dirigeants du sionisme religieux préféreraient dans l'absolu que le gouvernement Lapid reste en place. Et justement, à propos de la situation sécuritaire, Avi Sacharov met en garde dans son éditorial sur l'effervescence dans la rue palestinienne. Oui, Sacharov, qui en plus d'être un expert en matière de société palestinienne et le co-scénariste, vous le savez probablement, de la série Fauda, écrit que depuis que Tzahal a éliminé le leader de la fosse au Lion il y a de cela plusieurs semaines, à Naplouse, des héritiers lui ont succédé. Concrètement, l'activité terroriste de ce petit groupuscule que l'on pensait neutraliser se poursuit. Cela intervient alors que la cote de popularité d'Abou Mazen dans la rue palestinienne est en baisse constante et si les élections avaient lieu aujourd'hui pour la présidence de l'autorité palestinienne entre Mahmoud Abbas et Ismail Haniyeh, leader du Hamas, eh bien c'est ce dernier qui l'emporterait largement. La manchette du Israël Hayom est consacrée ce matin à un positionnement américain inédit face à Israël. Oui, selon le quotidien gratuit, l'administration Biden n'accordera pas de visa d'entrée aux États-Unis à des citoyens israéliens qui sont soupçonnés d'avoir agi avec violence envers la population palestinienne. Il s'agit là, selon les experts, d'un message très ferme de plus de la part de l'administration américaine envers le futur gouvernement israélien et en particulier envers ses composantes les plus radicales telles que la force juive d'Itamar Ben-Gvir. De facto, même des citoyens israéliens qui n'ont donc pas été condamnés par la justice mais qui sont simplement soupçonnés pourraient être donc interdits de séjour aux États-Unis et l'on craint en Israël que les services consulaires américains qui délivrent les visas d'entrée ne se basent sur des informations en provenance d'ONG d'extrême gauche ou pro-palestiniennes. Les quotidiens mentionnent ce matin en évidence une nette augmentation du coût de la vie par ailleurs en janvier prochain. Et oui, avec en particulier une augmentation de 8,2% des tarifs de l'électricité en Israël. Janvier dans le rouge, titre ce matin le Israël Hayom en annonçant cette hausse ainsi qu'une augmentation des tarifs de l'eau de 3,5%, de 5% des produits alimentaires et entre 5 et 10% des tarifs de location d'appartements. Le Yediot qui consacre aussi un titre en première page à ces augmentations rajoute également celle de l'essence, des taxes municipales et des taux d'intérêt directeurs, ce qui va d'ailleurs entraîner une hausse des taux des prêts hypothécaires. Les Israéliens vont donc payer beaucoup plus cher en 2023, annonce le Israël Hayom, et ce alors que déjà aujourd'hui l'État hébreu est considéré comme l'un des pays les plus chers au monde. Tous les quotidiens font état d'une nouvelle aggravation de l'état de santé du Rav Druckmann, doyen des rabbins du sionisme religieux. Oui, en effet, le Rav Chaim Druckmann est toujours hospitalisé à l'hôpital Hadassah Ein Karem. Hier après-midi, sa famille a annoncé que son état s'était dégradé après qu'il y ait eu une amélioration de son état de santé en fin de semaine dernière. La famille Druckmann a demandé au public de prier pour le prompt rétablissement du grand rabbin Druckmann. Le Rav Druckmann a 90 ans. Il est le président de l'ensemble des yeshivot du mouvement Bnei Akiva. Il a longtemps été député du parti sioniste religieux, le Mafdal, lorsque celui-ci était bien plus uni que ne l'est actuellement le mouvement sioniste religieux.
Et puis enfin, pour terminer, les quotidiens et les sites d'information nous montrent ce matin des photos presque historiques de la rencontre hier entre Joe Biden et Volodymyr Zelensky. Oui, effectivement, pour la première fois depuis le début de la guerre, le président ukrainien, vous le savez, a quitté son pays pour se rendre à la Maison-Blanche et prendre la parole devant le Congrès américain. Il a réclamé aux élus une aide massive pour son pays, a affirmé ce n'est pas de la charité, c'est un investissement pour la paix globale. Les journaux expliquent que Zelensky a effectué le déplacement à bord d'un avion militaire américain afin d'empêcher les Russes de l'éliminer en vol. Les commentateurs israéliens vantent le discours courageux du président ukrainien devant le Congrès et considèrent cette visite comme une forme de défi, voire même d'humiliation pour Vladimir Poutine.